Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo du premier webinaire de Emploi Japon qui s'est déroulé le 7 mai dernier sur le thème de la création d'entreprise. Donc pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Samuel Savasta, j'ai 34 ans. Je suis arrivé au Japon en janvier 2015 pour travailler en tant que responsable marketing et opération manager dans la filiale japonaise du groupe Photomi. En fin 2018, je me suis orienté vers le consulting. J'ai alors effectué des missions principalement en Inde, jusqu'à ce que la crise sanitaire ne survienne et ne pouvant plus voyager, j'ai décidé de créer ma propre société de consulting ici au Japon que j'ai cofondée avec Jean-Chrétien Noril, qui est intervenant de ce webinaire et que je présenterai d'ici quelques instants, ainsi que Michel Brun. Je fais aussi partie de l'équipe fondatrice du réseau Emploi Japon avec Jean-Marc Lissner, lui aussi intervenant de ce webinaire, et de Cyril Dietman, qui est à l'origine de cette initiative. Quelques mots sur Emploi Japon. Pourquoi Emploi Japon? Tout simplement parce que trouver un emploi au Japon fait partie des défis auxquels nous sommes souvent confrontés, soit en arrivant au Japon, soit après un visa étudiant, soit après une rupture de contrat. Le réseau Emploi Japon a pour objectif de rassembler, de connecter le réseau francophone résident au Japon et d'aider à la recherche d'emploi. Ce réseau, encore une fois, n'est pas une agence pour l'emploi, mais bien une plateforme de connexion entre membres permettant la diffusion d'annonces de postes, de formations et d'informations utiles liées à la recherche d'emploi au Japon. Le but est vraiment de créer une émulation dans la communauté française via le partage d'expériences, l'échange d'informations pratiques et essentielles, tout cela, axé sur l'aide à la recherche d'emploi. Emploi Japon pour qui? Le public visé par cette plateforme est assez large. Vous pouvez être au Japon à la recherche active ou en France en train de préparer un projet. Le marché de l'emploi évolue et la plateforme a pour vocation à venir compléter les actions qui sont déjà menées sur place par la CCIFJ, qui est déjà très tournée vers les entreprises, ou de l'association FAGE, Femmes Actives Japon, dont les membres sont aujourd'hui uniquement des femmes. Des conseils sont également disponibles en ligne et peuvent permettre de donner un premier aperçu des conditions de travail au Japon et comment se porte le marché de l'emploi. Côté entreprise, le site permet de mettre en ligne une offre d'emploi, de la supprimer, tout ça est complètement gratuit. Donc pour permettre à ces utilisateurs de se projeter et d'être inspirés, nous avons également décidé de partager des témoignages sous forme de portraits. Donc sur notre site internet et sur notre page Facebook, vous pouvez retrouver les portraits qui ont déjà été faits, celui de Pierre Prigent, artisan boulanger, celui de Éric Chevalier, artisan forgeron, Alexander Nicolo et de son établissement de thé japonais. Donc vous avez la possibilité de lire ces trois portraits qui sont déjà en ligne. Et c'est aussi dans cette continuité de partage de témoignages que nous avons décidé d'organiser ce webinaire sur le thème de la création d'entreprise, qui est une piste à explorer lorsque l'on est au Japon et que l'on a soit une opportunité ou bien un projet qui nous semble bien préparé en amont pour pouvoir entamer cette démarche entrepreneuriale. Pour échanger sur ce sujet, nous avons durant ce webinaire, nous avons eu, et puis aussi un grand merci à eux, mais nous avons eu trois intervenants. Donc tout d'abord Jean-Louis Spotti, qui est senior consultant chez SBC, donc il est arrivé au Japon avec un visa vacances-travail au Japon il y a 15 ans. Il est auto-entrepreneur aguerri dans l'archipel nippon, spécialisé dans la gestion de patrimoine et le conseil financier. Il travaille donc actuellement en tant que consultant dans l'entreprise SBC, Sumada Brokers and Consulting, à Tokyo. Société créée en 1927 d'experts comptables et de consulting spécialisés dans l'aide aux entreprises dans le domaine de la comptabilité et du portage salarial. Nous avons aussi Jean-Chrétien Noril, docteur en neurosciences, qui a lui aussi l'expérience de l'entrepreneuriat avec Pharmaxon, spécialisé dans la R&D scientifique, qu'il a fondé en France et géré entre 2002 et 2010. Par la suite, il a été responsable d'investissement santé chez Photomi, puis il est arrivé au Japon en 2016 pour prendre la direction de la filiale japonaise de ce même groupe. En 2018, il a fondé Ashi Consulting, spécialisé dans le consulting médical et innovation santé.
et tout récemment avec moi-même, Savenor International Consulting. Nous avons aussi, pour finir, Jean-Marc Lissner, président du groupe Castel au Japon. Alors Jean-Marc Lissner, c'est 35 années d'expérience professionnelle au Japon. Il a créé la société Style France en 1989 au Japon, spécialisée dans l'importation et la distribution de produits français de décoration, qu'il a géré pendant 24 ans. Il est aussi à l'origine de nombreuses actions et avancées au sein de la communauté française établie dans l'archipel nippon, notamment avec le lycée français international et bien d'autres. Le but de ce webinaire est donc de vous faire partager leur expérience ainsi que leur expertise sur le thème de la création d'entreprise. Je vous laisse donc apprécier cette vidéo. Un petit souci technique est survenu, donc les 3 premières minutes ne seront pas diffusées. Nous commençons directement la vidéo lorsque Jean-Marc Lissner nous explique les préalables plus ou moins requis par rapport au marché japonais lorsqu'on entreprend de monter son entreprise. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire dans ce post. Nous serons ravis de pouvoir y répondre et pourquoi pas d'y consacrer un autre webinaire consacré donc aux questions que vous vous posez. Voilà, laissez tout ça en commentaire et merci encore pour votre soutien à Emploi Japon. À très vite, merci. Donc, c'est bien de voir à peu près ce qui est le marché un peu au Japon dans son domaine. Voir si on a des possibilités. Si la France, puisque moi j'importais des produits français, oui, mais s'il y avait un besoin de ces produits, s'ils étaient adaptés au niveau prix, produits, etc., parce qu'il faut bien regarder quand même, tout ne se vend pas au Japon. Hein. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on est français qu'on peut vendre des produits au Japon. Donc, il y avait ça, il y avait aussi adapter les produits, il y avait tout un tas de choses à jouer parce que il fallait adapter les tailles, les décors, comment dirais-je, à la taille des intérieurs japonais. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il fallait mettre en place, mais bon, quand on y réfléchit bien. Et par contre, ce qui est facile, et je pense que vous ne me contredirez pas, c'est qu'au Japon, mais la création elle-même de l'entreprise, c'est pas très compliqué finalement. En plus, il y a des aides à la fois du gouvernement Tokyo, etc., pour l'installation, pour éventuellement déposer son dépôt de Kojinjigyo, enfin d'entrepreneur au Japon. Il y a des possibilités. Les crédits des banques, c'est plus compliqué. Honnêtement, il faut déjà avoir des résultats avant d'avoir des crédits des banques. Donc, il vaut mieux avoir un peu d'argent, déjà économiser un peu d'argent pour pouvoir créer son entreprise. Mais en tous les cas, il y a une certaine facilité au niveau de l'organisation, je dirais, comptable, etc. Et en plus, on se rend compte d'une chose, les charges sociales sont beaucoup moins élevées au Japon qu'en France. Donc, le fait de pouvoir employer des gens relativement facilement, c'est quand même assez simple au Japon. Donc, ça aussi, c'est une qualité. Moi, honnêtement, je n'aurais pas créé mon entreprise comme ça simplement en France, je dirais. J'aurais peut-être plus de difficultés de la créer en France. C'est vrai qu'il y a le problème de la langue, mais il y a une relative facilité ici pour un entrepreneur de développer son entreprise au Japon. Voilà, je ne vais pas être trop long. Oui. Est-ce que Jean-Louis, tu as quelque chose à rajouter sur ce que vient de dire Jean-Marc? Concernant les secteurs d'activité, en tant que Français, on pense dans un premier temps au métier de bouche ou à tout ce qui est l'art de vivre à la française. Mais d'expérience non personnelle, mais de personnes que j'ai rencontrées ou que je connais ici au Japon, les métiers de la haute technologie, les Français, dans les métiers de la haute technologie, les Français sont très, très demandés, même dans les métiers du jeu vidéo ou dans les secteurs comme, certainement Jean Chrétien en saura plus que moi, mais dans le secteur pharmaceutique. Et on a la chance d'avoir des compétences linguistiques qui sont doubles quand même, parce qu'il y a le français, la plupart des Français parlent anglais également. Donc il y a une plus-value quand même à avoir un Français qui parle un petit peu japonais dans une société ici, même sans avoir un niveau N1, donc le niveau le plus élevé du langage, enfin du test de langage de langue japonaise, pardon. Et un autre point que je voulais ajouter, oui, la création de sociétés est tout à fait facile au Japon. Et pas si dispendieuse que ça coûte pas si cher que ça de créer une société. Il faut quand même avoir un petit peu de capital derrière pour la faire tourner.
d'expérience de pas mal de clients également, avoir une expérience dans son domaine d'activité au préalable, c'est toujours mieux. 2 ans d'expérience, histoire de bien justifier de pourquoi on se lance dans cette activité au Japon et pourquoi les Japonais vont avoir à travailler avec vous plutôt que d'autres personnes. Il faut être prêt aussi à être patient parce que les Japonais sont des clients très, très fidèles. Mais avant de les fidéliser, il peut y avoir un petit peu plus de temps. Par contre, il y a beaucoup de sociétés étrangères qui sont au Japon et ça peut être aussi des bonnes targets, des bonnes cibles pour un nouvel entrepreneur qui souhaite s'implanter parce que les étrangers ont une facilité, enfin une prise de décision, on va dire, un peu plus rapide que des sociétés japonaises. D'accord, d'accord, d'accord. Et concernant aussi, donc là, vous avez parlé un petit peu des secteurs. Donc, et dans chaque secteur, la création d'entreprise pour un jeune entrepreneur est faisable donc au Japon. Il n'y a pas de barrière euh, en termes de. Bon, il y a la barrière de la langue évidemment, mais est-ce que, moi, ce que je voudrais savoir pour ceux qui nous écoutent ou les jeunes qui voudraient monter une entreprise, ok, on a un peu d'argent, ok, on bredouille un peu de japonais. Est-ce que le pays du Japon est assez sûr en termes de loi, en termes de législation, en termes de... Est-ce que c'est assez sûr pour un Français qui veut investir ou débarquer au Japon avec son projet? En fait, ça me fait penser à une étude que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Et en fait, le Japon était classé comme étant la 32e économie la plus libre pour la création d'entreprises. Donc, ce n'est pas en premier, mais enfin, ce n'est pas non plus un dernier. Donc, ça veut dire quand même il y a des facilités, il y a des facilités pour créer des entreprises. C'est vrai que Mhm. les principes de Kojin Jigyo, donc les entreprises unipersonnelles, en fait, où il n'y a pas de. L'auto-entrepreneuriat est hyper facile et ça peut être surtout un bon moyen pour tester la température. Il est évident qu'il faut savoir, comme le disait Jean-Marc, l'élément capital, c'est toujours de tester le marché, que ce soit d'ailleurs pour Bien créer sa sûr. propre entreprise ou pour aider une autre entreprise. Il faut savoir où on va. Et à partir du moment où le marché a été validé, il y a des moyens justement de tester la température sans prendre trop de risques et de faire monter un petit peu la mayonnaise. Parce que, comme le disait tout à fait Jean-Louis, et je rejoins tout à fait son analyse, avoir des clients japonais, ça prend du temps, mais avoir des clients étrangers qui vont vous faire confiance et qui vont travailler avec vous alors que vous êtes au Japon, ça prend aussi du temps parce que il y a pas de contact, les contacts directs sont plus compliqués et il n'y a pas de blanc-seing qui vont être donnés à une entreprise pour justement travailler avec vous. Donc ça prend du temps, donc il faut être patient. Mais bon, il y a des dispositifs qui permettent vraiment de tester le marché. Et il faut avoir un projet qui soit, je pense, bien ficelé. Et lorsqu'on souhaite vendre au Japon, il faut être certain qu'il y a un vrai marché, comme on disait. Et lorsqu'on aide des sociétés japonaises pour l'exportation, bah, il faut aussi être certain que le produit va avoir une audience potentielle, un potentiel à l'étranger. Pour revenir sur les marchés d'intérêt, moi très honnêtement, ce qui m'a motivé au-delà du fait que le Japon est un pays exceptionnel, mais ayant toujours travaillé dans la technologie et dans la santé, ce qui m'a motivé à rester et à créer ma société au Japon a été lié au fait du vieillissement de la population. Parce que le Japon, pour moi, est un laboratoire de ce que va devenir le monde en termes de vieillissement de la population et en termes de nouvelles technologies qui vont être développées pour justement prendre en charge le vieillissement de la population. Donc, créer une entreprise, ma structure, évidemment, aide des sociétés plutôt pharmaceutiques étrangères à s'implanter sur le marché japonais, mais on a aussi une espèce de vision à 360 degrés pour la détection de nouvelles technologies qui sont déjà en place au Japon ou qui sont en cours de mise en place au Japon, afin de potentiellement aider des sociétés là étrangères qui vont pouvoir bénéficier de ce type de technologie. Donc il faut vraiment il faut bien cibler son créneau, bien cibler son public et surtout être flexible. De toute façon, la création d'entreprise, c'est de la flexibilité. Si moi, je me suis toujours, lorsque j'avais une société de technologie avec des investisseurs, évidemment, on écrivait des business plans tous les ans. Et mon grand plaisir était de les relire, les business plans 3 ans après,
Et je me rendais compte qu'évidemment, les business plans étaient tous faux. Enfin, ils avaient tous évolué de façon totalement délirante. Donc, créer une entreprise, c'est de la flexibilité. Donc, il faut bien identifier la cible, se lancer, comme on le disait, avec des structures. On n'a peut-être pas on n'a peut-être pas besoin de créer une ESA ou une CACA dès le départ. Ça dépend du mode de financement de la structure. Peut-être qu'une entreprise unipersonnelle correspond. Mais donc, tester la température et puis après monter en puissance avec d'autres types de structures. D'accord. Est-ce que, Jean-Marc, tu veux rajouter un mot sur ce qui vient d'être dit? Oui, alors éventuellement, moi, sur ouais, non, là, j'ai pas vraiment moi, non, j'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient posées. Donc, Oui. quelles sont les aides, là, sur les aides qui peuvent être apportées et quelles sont les structures qui peuvent aider les gens qui viendraient s'installer au Japon, qui voudraient des aides. Alors, c'est vrai qu'il y a la Chambre de commerce française au Japon qui peut aider les entrepreneurs. C'est souvent, bon, il y a un petit investissement, ça coûte un peu d'argent, mais bon, ça peut être utile, hein, parce qu'ils ont une organisation est très, très présente ici avec un réseau. Il y a aussi, c'est vrai qu'il y a la municipalité de Tokyo, hein, on a quelques adresses, ceux qui souhaitent les avoir, on les mettra sur le site, etc. Bien sûr. C'est assez intéressant. Il y a aussi il y a beaucoup de consultants aussi qui peuvent vous aider et qui peuvent, parce que c'est vrai que tout seul dans son coin, c'est quand même compliqué. Il ne faut pas hésiter à avoir l'avis de consultants, de gens qui ont de l'expérience au Japon. Et on dit, bon, c'est facile, entre guillemets, de manière, je dirais, de déposer de dossiers, etc. C'est relativement facile. Par contre, sur l'avis et savoir si ça va parce que c'est la durée, on investit auprès de son entreprise, c'est un peu sur la durée, donc il vaut mieux avoir l'avis de gens qui sont soit dans ce domaine-là ou de consultants qui sont spécialisés, quitte à donner un peu d'argent, mais je veux dire, ça vaut le coup avant de prendre des risques et surtout d'investir son argent, d'avoir l'avis des autres ou d'autres qui ont déjà l'expérience dans ce domaine. D'accord. Mais je voulais rebondir un petit peu sur, parce qu'il y a plusieurs… Pardon, Samuel, excuse-moi, je voulais juste ajouter une petite chose. Business France aussi aide pas mal les gens qui voudraient s'implanter ici et qui cherchent des contacts justement, des consultants dans différents domaines. Et je pense que les 4 personnes qui parlent ce soir pourraient être aussi un bon début pour les gens qui nous écoutent. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, aucun souci. C'était juste, en fait, je voulais rebondir un petit peu parce qu'on parle d'entreprises au Japon. Bon, alors peut-être que beaucoup de gens qui nous écoutent les connaissent, mais je voudrais peut-être un petit peu qu'on explique un petit peu les 3 statuts qui existent de manière à ce que les gens puissent savoir aussi si ces statuts-là, alors sans faire évidemment un cours magistral et puis donner tous les éléments mais juste présenter un peu les 3 statuts qui existent, principaux, et ainsi voir si pour tel ou tel secteur, est-ce qu'un statut est préférable par rapport à la flexibilité qu'on peut avoir avec un certain type de statut. Est-ce que c'est possible de présenter ces 3 statuts, en tout cas les différents types d'entreprises possibles au Japon, brièvement? Oui, oui, enfin, je peux. Vas-y, bon, je pense qu'on peut tous se lancer. Je vais, vous allez peut-être rajouter des petits points. Je vais simplifier et un petit peu schématiser. Les questions à se poser, c'est vous créez une société. Est-ce que déjà vous avez besoin d'une société? Est-ce que vous pouvez travailler avec les partenaires que vous avez sans avoir une société, c'est-à-dire juste en étant en entrepreneur individuel, qui est un Kojin Jigyo au Japon? Vous avez le droit d'utiliser une image de marque en Kojin Jigyo. Donc, est-ce que vous avez besoin d'une société déjà? Si vos partenaires vous disent ne travaillez pas avec vous si vous n'avez pas de société, ok, très bien. Vous avez, encore une fois, je schématise, vous avez 2 sociétés, la Godo Gaisha et la Kabushiki Gaisha. Godo Gaisha, c'est si vous serez tout seul à l'avenir, c'est la plus simple, c'est la moins onéreuse. Vous n'avez pas besoin de vous compliquer plus la vie. La Kabushiki Gaisha, c'est intéressant si vous allez avoir des investisseurs en plus, si vous pensez avoir d'autres associés dans votre activité. Et un point important aussi, si vos partenaires ne souhaitent travailler qu'avec des Kabushiki Gaisha, parce que ça arrive. Les sociétés japonaises, certains clients japonais peuvent dire non, on ne travaille qu'avec des sociétés qui ont un statut de Kabushiki Gaisha qui véhicule encore un petit prestige par rapport à une Goto Gaisha.
Je ne vais pas rentrer dans l'histoire de la Kabushiki Gaisha, mais voilà, pour vous donner un exemple rapide, un client qui vendait du prêt-à-porter en ligne, donc agrégé des différentes marques étrangères, vendait du prêt-à-porter en ligne. Et après 2 ans d'activité au Japon, ils ont décidé de vendre sur le site de Rakuten, qui est la plus grosse plateforme de vente en ligne au Japon, ou à peu près avec Amazon. Et ce qui s'est passé, c'est que Rakuten demande un capital minimum de 5 millions de yens, de 10 millions de yens pour avoir une société comme partenaire. Et il faut que cette société soit une Kabushiki Gaisha. Sauf que le client n'avait pas pensé cela auparavant, et donc il a dû changer son statut, le statut de la société, et ainsi de suite. Donc, principalement, c'est est-ce que vous avez besoin d'une société, est-ce que vous allez être tout seul à la gérer, est-ce que potentiellement vous allez être le seul à apporter du capital à sa société, et est-ce que les personnes, les partenaires, les clients avec lesquels vous allez travailler sont d'accord pour que vous soyez en Kojin Jigyo, en Godo Gaisha, ou ils ont besoin d'une Kabushiki Gaisha, et ça peut être intéressant pour vous de poser la question de manière de manière ingénue, simplement en disant, ben voilà, je pense faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et ils peuvent se sentir honorés justement que vous leur posiez ces questions. D'accord, très bien. Je suis en train de répondre à une question sur le chat. D'accord, super. Et concernant les flexibilités, est-ce que, donc oui, il y a des avantages, des inconvénients pour chaque statut. Pardonne-moi, Jean-Louis, j'ai été un peu perturbé par des questions sur le chat. Pas de souci. Est-ce qu'il y a des statuts qui sont quand même plus flexibles que d'autres, plus faciles? Alors peut-être que tu as répondu un petit peu avec cet exemple de Rakuten, mais la flexibilité notamment dans la gestion au quotidien de l'entreprise et de son entreprise, et aussi en termes de fiscalité peut-être. Est-ce qu'on peut aborder un petit peu ce sujet-là en termes de comptabilité? Fiscalité et comptabilité sera la même chose pour les deux types de sociétés que qu'on a évoquées. Il n'y a pas une fiscalité plus lourde pour l'une ou pour une autre. Pour la comptabilité, c'est pareil. Pour les déclarations sociales, pour les cotisations sociales, tout est identique. Il y a un peu plus de choses à faire pour une Kabushiki Gaisha. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Légèrement plus d'obligations. Mais les principales raisons qui vont pousser une nouvelle personne ou une société à créer une Kabushiki Gaisha plus qu'une Godo Gaisha, ça va être d'une part le prestige, ça va être un besoin, par exemple, si une licence est nécessaire, on n'en a pas parlé, mais il peut y avoir un besoin de licence pour une activité précise. D'accord. Ou si les partenaires commerciaux, les clients disent non, on n'est plus confortable si vous êtes une Kabushiki Gaisha. D'accord. D'accord. Et Jean Chrétien ou Jean-Marc, quelque chose à… Oui, en fait, juste pour… En fait, j'ai été, moi, président d'une CACA dans une… Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est exactement comme… Enfin, c'est plus ou moins comme en France. La Godo Kaisha, ce serait entre guillemets la SARL, la Kabushiki Kaisha, ce serait la SA ou la SAS, et la Kojin Jigyo, ce serait le statut auto-entrepreneur. Donc en l'occurrence, moi quand je suis arrivé au Japon, donc j'étais en charge d'une Kabushiki Kaisha, ce qui est normal parce que c'était une filiale d'un groupe étranger. Donc un groupe étranger forcément nécessitait des actionnaires. Enfin, c'était aussi une société qui était très en place, donc en fait il fallait que ce soit en CACA. Et Ashi Consulting est une Kojin Jigyo, donc en fait c'est pas une vraie société, mais elle est sous un statut d'auto-entrepreneur. Je rejoins tout à fait ce que dit Jean-Louis. Ça peut poser problème de temps en temps, surtout avec des gros clients qui sociétés pharmaceutiques, parce qu'en fait le compte en banque va être un compte personnel, donc les grosses sociétés n'ont pas forcément aimé recevoir des factures et transférer sur des comptes personnels. Et l'autre structure, donc Savnor, est une Godo Kaisha parce qu'il y a plusieurs actionnaires. Il y a plusieurs actionnaires et la structure est souple. Donc en fait, il faut, je pense, il faut bien réfléchir à ce qu'on veut faire de sa société. Mais en tant que consultant, la plupart de mes collègues, que ce soit au Japon ou à l'étranger, commencent tous avec des statuts d'auto-entrepreneur parce que c'est plus simple et ça permet
de lancer la machine. Après, il y a une évolution, il y a moyen de changer de statut. Mais il faut surtout se dire ce qu'on veut faire au Japon. Moi, en l'occurrence, on n'a pas de caca parce que j'ai pas de clients japonais en fait. Moi, tous mes clients sont des clients étrangers. Donc, j'ai pas l'obligation du prestige d'une caca. Par contre, il est vrai que parfois, je conseille à des clients de créer une filiale sous forme de caca parce que justement, lorsque vous parlez avec des sociétés pharmaceutiques au Japon, si vous arrivez avec une structure entre guillemets light, ça ne va pas véhiculer une image extrêmement de sérieux et surtout de commitment. Je crois que c'est ça qui est important lorsqu'on travaille avec des partenaires japonais, c'est de montrer qu'il y a une vraie volonté de travailler avec eux sur le long terme. Et ça me fait penser à une discussion que j'ai eue récemment avec des investisseurs et qui disaient qu'en fait, il y avait des investisseurs au Japon qui étaient prêts à investir dans des biotech, dans des sociétés de biotechnologie étrangères, à partir du moment où cette société étrangère allait se faire lister sur le marché de Tokyo, ce qui est quand même assez contraignant. Mais bon, dans tous les cas, les structures existent et il faut raisonner comme on ferait en France, en fait, avec donc auto-entrepreneurs, SARL et SAS, et voir quelle est la structure qui correspond mieux à ce qu'on fait et à ses besoins, au moins sur le court moyen terme. Alors, moi, je vais rebondir un peu à ce que dit Jean Chrétien. Problème de crédibilité. Moi, j'ai vu, quand j'ai voulu travailler avec les grands magasins, si je n'avais pas une Kabushiki Gaisha, donc une société, une SA, bon, je n'étais pas reconnu et c'est vrai que ça aurait été difficile à travailler. Ce qu'a dit aussi Jean-Louis tout à l'heure, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vis-à-vis de gros partenaires au Japon, que ce soit des supermarchés, on a besoin de fait d'avoir une Kabushiki Gaisha, c'est en termes de reconnaissance. Alors, sur les frais, je dirais, je nuancerai un peu ce que dit Jean-Louis, c'est-à-dire que si on fait une Kabushiki Gaisha, ça coûte quand même plus cher, parce qu'au niveau comptabilité, etc., même si le niveau d'impôt est à peu près, bon, c'est les mêmes, hein, c'est le même système, on a quand même d'autres possibilités. En plus, en tant que Kabushiki Gaisha, on peut déduire beaucoup de frais, qui sont des frais peut être des frais personnels d'installation, etc., qui sont plus faciles à déduire, et Jean-Louis, peut-être tu pourras donner quelques explications, qui sont peut-être plus faciles à déduire que dans le cadre d'une Kojin-Jigyo, où là, c'est quand même plus compliqué, et c'est pas forcément, enfin, il faut voir comment ça peut se faire. Maintenant, voilà. Je réponds aussi à une question, parce que j'ai vu qu'il y avait une question là sur le chat et qui est importante, c'est le problème de visa. Le problème de visa n'est pas lié au type de société qu'on peut créer, c'est plus lié au capital. Et il faut un minimum de capital de 5 millions de yens pour être possiblement, et je dis bien possiblement, obtenir un visa. Moi, j'avais essayé de le faire au début, quand je suis arrivé au Japon, etc., enfin, lors de ma première société, d'essayer d'avoir un visa avec le visa de ma société que j'avais créé. Et les gens de l'immigration m'ont dit on n'a pas question, enfin c'était pas, et je pense que c'est un peu la même chose encore en ce moment, c'est-à-dire que bon, ma femme est japonaise, j'ai pu obtenir un visa en tant qu'époux, mais c'est vrai que le visa en tant qu'auto-entrepreneur, c'est vraiment compliqué, et dans le cas d'une Kabushiki Gaisha, il faut vraiment un capital. Les Japonais veulent voir que vous investissez dans le pays avant de vous donner un visa de travail lié à votre société. Oui. Voilà ce que je vais dire pour le moment. Et pas de blanche avant. Ouais. D'accord. Donc oui, donc pour les questions de visa, oui, en effet, oui, c'est toujours lié à l'investissement initial. Et concernant, alors attendez, je vais essayer de retrouver le fil. Hop. Oui, alors, donc là, par rapport au statut, concernant les visas, et aussi concernant, est-ce qu'une fois qu'on a monté une entreprise, par exemple, si on monte une JK, par exemple une Godo Gaisha, est-ce qu'il est facile de faire évoluer l'entreprise, le statut de son entreprise, ou si on commence en auto-entrepreneur, en gardant la même activité, est-ce qu'il est facile de faire évoluer son entreprise et le statut de son entreprise en fonction de son activité? Alors, est-ce que Jean-Marc ou Jean-Louis peut-être? Alors, de changer de Kojin Jigyo à Godo Gaisha ou Kabushiki Gaisha, oui, c'est facile, c'est juste créer une société. Mais il y a quand même une passation du business, c'est-à-dire que des frais qui ont été encourus quand on était en Kojin Jigyo, donc en entrepreneur individuel, excusez-moi, je vais employer des mots français plutôt que japonais.
les frais donc, sur l'année courante au moment de la création de la société peuvent être utilisés pour le business de la société alors qu'ils étaient, ils étaient effectués en tant qu'entrepreneur individuel. En dehors de la société dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas vraiment d'expérience de changement de Godo Gaïcha en Kabushi Gaïcha, donc de SARL en SA. Mais oui, c'est tout à fait facile. Il y a juste des enregistrements à faire. À savoir qu'il n'y a pas en dehors d'un besoin de visa, dont Jean-Marc a parlé tout à l'heure, en dehors d'un besoin de visa, donc d'un business manager visa qui demande un capital minimum de 5 millions de yens. En dehors de ce cas-là, il n'y a pas de minimum pour l'un ou l'autre des statuts de société. Il n'y a pas de minimum. Vous ouvrez une société avec un yen. Ce n'est pas très crédible parce que sachez que le montant de votre capital initial est enregistré et apparaît sur le registre de votre société. Mais et puis c'est pas suffisant pour la première année de gestion de votre société avant que vous ayez les premiers contrats qui rentrent. Mais vous pouvez créer une société avec un yen, peu importe le statut de la société. D'accord. Ok. Pour rester un petit peu dans Je voudrais juste rebondir sur ce que dit Jean-Louis. C'est vrai qu'il n'y a pas de difficulté. Et un yen, c'est comme on peut faire une société avec 1 euro en France. Hein. Mais je pense que peut-être que l'élément qui, là, est assez difficile, et je parle vraiment d'expérience, et d'ailleurs Samuel, tu ne me contrediras pas, c'est l'ouverture de comptes bancaires. Ouvrir un compte bancaire au Japon pour une société est un processus compliqué. Et j'utilise un euphémisme. Pour vous donner un exemple très concret, lorsqu'on a créé une nouvelle structure, on a été voir pas moins de... Et pourtant, il y avait du capital dans la société, enfin, il n'y avait pas de problématique de capital. On a demandé au moins à 6 ou 7 banques d'ouvrir un compte, et donc toutes les banques, moins une, ont refusé l'ouverture du compte. Alors, donc pour ceux qui veulent ouvrir un compte, je conseille Rakuten Bank, qui est extrêmement simple, tout se fait en ligne, et il y a beaucoup moins de problèmes que d'aller dans les grandes agences. Et j'ai appris, alors très récemment, parce que c'était la semaine dernière, pourquoi est-ce que, une des raisons pour lesquelles les banques sont assez réticentes à ouvrir des comptes bancaires pour les sociétés, c'est pas forcément parce que vous êtes étranger, même si ça ne doit pas forcément aider, mais c'est surtout il y a eu des problématiques, il y avait des problématiques de blanchiment d'argent dans le passé, mais il n'y a pas que ça. Et c'est aussi qu'avec les taux d'intérêt qui maintenant sont extrêmement faibles et plutôt négatifs, lorsqu'une banque ouvre un compte, en théorie, elle va perdre de l'argent. Donc, les banques les banques japonaises sont très réticentes à ouvrir des comptes bancaires, que ce soit pour des individus, pour des sociétés, et encore plus pour des sociétés. Donc, il faut bien réfléchir à ça, parce que c'est un processus qui peut être assez long. Pour vous donner un exemple, nous, ça a pris 2 mois pour trouver une banque qui finalement a accepté l'ouverture d'un compte, alors que la société n'a pas été ouverte avec un yen. Donc, il faut vraiment être conscient de ces problématiques. Et là aussi, je reviens sur ce que disait Jean-Louis. Ça peut être intéressant de se faire aider dans ce processus, d'avoir un consultant étranger ou un comptable japonais qui, lui, va avoir ses entrées dans des banques, et qui va permettre justement de faciliter l'ouverture de compte par relation. Il faut dire aussi que je veux juste continuer ce que dit Jean Chrétien, c'est que la relation notamment avec un comptable qui a son contact avec les banques, c'est vraiment important. Ça peut donner une facilité parce que le relationnel est utile. Donc, il ne faut pas prendre un comptable. Ah, mais ça va me coûter de l'argent. Oui, mais si, en général, il peut aussi aider à ce qu'il y ait le contact avec la banque, et ça peut rassurer le banquier japonais, et même quelques banques. Il y a des banques où c'est peut-être un peu plus facile. Je pense à la banque Resona, par exemple, qui est plus adaptée aux PME, etc. Où c'est les grandes banques, ce n'est pas toujours facile d'avoir affaire à eux. Mais c'est vrai que maintenant, avec Rakuten Bank, c'est certainement beaucoup plus simple. Et le fait d'avoir son compte en banque aussi
à une banque reconnue. C'est important aussi, ça peut être important dans le cadre de relations avec des clients qui peuvent dire mais vous êtes où, quelle banque, etc. Ça peut les rassurer que vous soyez avec une banque qui a pignon sur rue, etc. Bon, voilà, c'est aussi un des points de, je dirais, de reconnaissance de l'entreprise. Oui, ça rejoint aussi enfin, la dimension de l'image qui a quand même son importance par rapport à une KK, une JK, ou la banque aussi, le niveau de la banque aussi donne une image de l'entreprise, ou en tout cas un peu le niveau de l'entreprise au Japon. Ouais. Et c'est encore, et vous le percevez ça encore actuellement au Japon, les images de la KK, de la notion de la banque, vous pouvez le percevoir, hein, les relations inter-entreprises que vous voyez au quotidien, dans votre travail? Complètement, complètement. Et je voudrais confirmer ce que nos deux amis ont dit, c'est que notamment ma société a une longue relation avec la banque Mizuho et toutes les sociétés pour lesquelles nous demandons un compte en banque, les comptes en banque sont ouverts en moins de 2 semaines. Par contre, Rakuten Bank, oui, j'avais entendu parler de Rakuten Bank pour des sociétés. C'est pas la peine de payer un comptable, aller sur Rakuten. Et sinon, SMBC aussi. SMBC, c'est pour moi une des meilleures grandes banques japonaises. Donc SMBC, c'est Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Ouais. Ils sont juste très très faciles pour tout. Pour tout, voilà. Et une expérience d'un client qui avait un compte en banque pendant 20 ans auprès d'une banque, Shinsei, compte privé, on lui ouvre sa société et il me dit non, ne t'inquiète pas, moi j'ai un compte depuis 20 ans avec Shinsei, ils vont m'ouvrir un compte en banque. Et 2 semaines après, ils m'appellent en me disant est-ce que tu peux m'aider à ouvrir un compte en banque? Ils ont dit non. Et en fait, ils s'en fichent que vous travaillez avec eux depuis des années. C'est pas ça qui va jouer. Beaucoup de sociétés au Japon ont le nom de la banque avec lesquelles ou des banques avec lesquelles ils travaillent publié sur leur site internet. Alors, ça marche plutôt pour les grosses sociétés. Mais ça rejoint à ta question, Samuel, c'est que oui, l'image est très importante. Après, ça change, ça dépend des secteurs d'activité, je pense. Notamment maintenant dans les nouvelles technologies ou dans les startups, dans les domaines un peu plus nouveaux, un peu plus rapides à évoluer. Il y a un petit peu moins on va dire cette vieille image de prestige liée à une banque ou un type de société. D'accord, super. Est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport aux histoires de banque et ce sujet un peu financier, ou en tout cas, vous n'avez rien à rajouter, Jean Chrétien, Non, Marc? Non? juste peu, parce que bon, moi j'avais mon entreprise donc dans la décoration intérieure. À un moment donné, c'est vrai qu'on a besoin d'une banque pour emprunter de l'argent. Et c'est vrai que l'argent n'est pas cher au Japon, donc pour investir. Alors, il y a des systèmes d'aide d'aide de la région de Tokyo, des aides locales, etc., qui peuvent vous aider au moins vous aider à donner des garanties pour obtenir un prêt des banques. Ça, c'est relativement facile. Moi, j'ai réussi à obtenir, au bout de quelques années quand même, hein, pas tout de suite, mais au bout de quelques années, on peut avoir des prêts. Et je connais pas mal de restaurateurs comme ça qui sont installés aussi depuis peu au Japon et qui ont réussi à avoir, notamment avec la période actuelle, mais des aides des banques japonaises par l'intermédiaire de systèmes de garantie du gouvernement de Tokyo, etc., pour pouvoir aider justement à financer et à garantir le prêt des banques. C'est quand même intéressant parce que vu les taux d'intérêt au Japon, hein, on est à moins de 1%, hein, quasiment dans les prêts bancaires. Donc, c'est relativement intéressant d'emprunter au Japon avec une banque et avoir la garantie comment dirais-je, du gouvernement de Tokyo. D'accord. Bon, je vois un petit peu dans le chat que les gens interagissent entre eux. Je trouve ça parfait. C'est exactement le but d'Emploi Japon, c'est que les gens aussi entre eux, la communauté s'entraide. Et je vois qu'ils le font dans le chat, donc c'est parfait. Peut-être, je voudrais, on a parlé un peu des entreprises, donc des statuts, des banques, tout ça, de comment un peu des secteurs aussi. Et peut-être qu'on pourrait terminer peut-être sur quels sont pour quelqu'un qui veut créer son entreprise au Japon, qui a l'ambition de le faire, par exemple, est-ce que vous pourrez dire quels conseils déjà vous pourrez donner tout de suite et surtout les erreurs à ne pas connaître? Parce que des conseils, vous en avez plein, j'en suis persuadé, vous en avez donné pas mal pendant cette discussion, mais est-ce que les erreurs à ne surtout pas connaître?
qu'elle soit dans le travail du quotidien, qu'elle soit aussi dans son business plan, par exemple, ou qu'elle soit dans les projets. Quelles sont les erreurs, tout simplement, à ne pas connaître si on veut monter une entreprise au Japon? Je pense que c'est pas forcément au Japon. Enfin, quand on crée une entreprise, la première erreur à ne pas commettre, c'est ne pas connaître son marché. Donc, D'accord. et se Oui. lancer, tête baissée pour rencontrer un mur. Donc, je pense qu'il vaut mieux se poser un petit peu, prendre un petit peu de temps. De toute façon, créer une société, que ce soit au Japon ou ailleurs, nécessite d'être réfléchi. Le projet doit mûrir. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est être patient. Et de toute façon, les relations, on sait bien que les relations avec les sociétés japonaises nécessitent et les partenaires japonais nécessitent de la patience. Donc, je pense qu'il faut s'auto-calmer et commencer par regarder autour de soi, analyser le marché et analyser surtout aussi la validité économique de son projet. Parce qu'on peut, c'est évident, lorsqu'on commence un projet, on a toujours l'impression qu'on a eu la meilleure idée du monde, mais bon, il faut en parler. Je veux dire, moi qui ai toujours travaillé dans la biotechnologie et les technologies, alors au démarrage, tout le monde avait très peur de dévoiler son projet. Alors, personne ne disait rien, tout le monde restait dans son coin. Alors, et il y a plein de sociétés comme ça qui ont jamais, enfin, qui ont eu une existence extrêmement faible parce qu'elles ne communiquaient pas. Donc, il faut pas hésiter à parler, à discuter avec des gens, à essayer de rencontrer des partenaires sérieux, à analyser le marché, à mûrir son projet et à se préparer. Et une fois qu'on est préparé, la création d'entreprise, comme on le disait, c'est un virus et on l'a pas, mais je pense qu'il faut surtout pas se dire je vais créer une entreprise parce que je veux avoir un visa au Japon. C'est un mauvais système, c'est un Oui. mauvais raisonnement. Je pense qu'il faut se dire je vais créer une entreprise parce que je suis entrepreneur et comme j'aime le Japon, je veux le faire au Japon, mais il faut pas inverser le processus. D'accord. Est-ce que vous pouvez rebondir, Jean-Marc ou Jean-Louis, par rapport les erreurs à ne pas connaître au Japon, par exemple? Quelque chose à rajouter? Jean-Louis, vas-y. Ok. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Jean Chrétien. Prenez votre temps, prendre son temps, tout simplement. Beaucoup s'entourer, beaucoup parler, parce que si on a une bonne idée, on ne va pas se la faire piquer du jour au lendemain. Et les gens sont là pour aider, on est là pour aider. Et bien s'entourer, ouais, clairement bien s'entourer. Le réseautage est très important. Même à distance, on peut réseauter, on peut rencontrer des gens à distance. Et c'est pour ça qu'Emploi Japon est là. D'un point de vue création de société, si on veut faire une entreprise individuelle, qui n'est pas vraiment une entreprise, mais plutôt avoir un statut d'entrepreneur individuel, c'est très simple. N'hésitez pas à conserver les reçus de vos dépenses professionnelles. Mais pour la création d'une société, bien s'entourer, prendre son temps et surtout ne pas brûler les étapes d'un point de vue fiscal. On pourra en parler, mais il y a des choses à faire pour payer un petit peu moins d'impôts. Qui sont juste des choses à mettre en place au départ. Mais bien s'entourer, avoir un réseau et surtout prendre son temps. Et là, j'insiste vraiment, prendre son temps. Parce qu'on a vu des sociétés qui n'ont pas duré très longtemps parce que les gens ont brûlé des étapes. Connaître ses coûts, si on a une activité qui est forte, demandeuse en capital ou en objet, en machine, en assets, bien connaître ses coûts de revient. C'est pas évident parce que bien souvent les gens ont une spécialité, une technicité, mais ils sont pas forcément comptables. C'est un autre métier, ça peut être un autre aspect du métier aussi, mais bien connaître ses coûts et ses revenus, les revenus qu'on va projeter, donc et éviter de trop dépenser aussi au départ. À ton tour, Jean-Marc. Oui. Non, pour connaître, moi pendant plus de 20 ans, j'ai eu mon entreprise, donc
je l'ai vendu. Dans l'entreprise, il y a des hauts et des bas. Il faut savoir d'abord, pour le créer, c'est vrai qu'il faut bien réfléchir. Il faut regarder la concurrence aussi. Souvent, les gens ne voient pas ce qui se fait à côté, etc. Il faut bien regarder le marché et ce que font les concurrents. Pourquoi ils ne sont pas arrivés, où ils en sont, etc. C'est important de voir la concurrence au Japon parce que c'est un petit pays, il y a beaucoup de monde et beaucoup de gens et on n'est pas les seuls à avoir les mêmes idées. Donc, il faut vite regarder ce qui se fait et comment marche la concurrence dans le pays. Maintenant, l'autre problème, c'est après, quand on veut grandir un peu, c'est trouver les partenaires, trouver les bons partenaires, je dirais, des employés ou les partenaires. Là, la question de confiance, etc., c'est quand même relativement important. Et bon, là, il faut vraiment bien regarder avec qui on travaille, etc. Je sais que des fois, à la française, le côté amical, etc., ça compte. Et bon, on joue pas mal là-dessus. Je pense qu'il faut vraiment avoir un peu la tête froide et regarder les choses de manière, je dirais, en tant qu'entrepreneur, parce que c'est quand même un pays relativement compliqué ici et après, dans les affaires, pour se développer, c'est vraiment important de trouver le bon partenaire. Donc, prenons le temps et essayons de voir, tout en ayant ce réseau, justement. Et c'est là qu'Emploi Japon, là, peut-être vous aider aussi, parce que bon, on est plusieurs entrepreneurs. Je sais que j'ai réussi à réunir pas mal, et je le remercie là, pas mal d'amis qui sont entrepreneurs, qui font partie du réseau et qui pourraient vous aider si vous avez des questions ou des choses dans ce domaine, enfin, sur la création d'entreprise ou sur d'autres d'ailleurs. Bien sûr. Pour rebondir aussi sur ce que tu dis par rapport aux questions, les questions que l'on a tout de suite dans le chat, auxquelles on ne pourra peut-être pas forcément répondre en profondeur tout de suite, vous pouvez les poser directement, donc soit sur la page Facebook, où nous avons aussi une adresse mail auquel Emploi Japon, sur le site emploijapon.org. Donc, vous pouvez, n'hésitez pas à poser vos questions et on prendra le temps d'y répondre en profondeur pour chacun. Et aussi, vraiment, mettez-les sur la page Facebook d'Emploi Japon et aussi répondez aux questions des autres si vous avez la connaissance suffisante pour pouvoir y répondre ou si vous pouvez apporter quelque chose d'intéressant. Le but, c'est vraiment de créer une émulation avec Emploi Japon. Voilà, c'était une petite parenthèse par rapport aux questions qui étaient posées, auxquelles on ne pourra peut-être pas forcément répondre. J'ai vu une question sur le chat qui me semble très intéressante. Vas-y, oui. Justement, je n'ai pas forcément la réponse, et pourtant je sais qu'on en a parlé, toi et moi, hier. D'accord. Est-ce qu'il est possible de créer une Kojin Jigyo lorsqu'on a déjà un statut salarié? Donc un statut salarié, ça veut dire un statut au Japon, c'est chez Shine. Alors, peut-être que mes éminents collègues vont avoir la réponse. Moi, je dirais que c'est possible. Moi, je dirais que c'est possible. C'est un peu comme auto-entrepreneur en France. Sauf que au Japon, il n'y a pas de limite. Enfin, il faut bien voir les revenus. Après, il y a des problèmes d'imposition, etc. Mais on peut créer une entreprise, enfin, un auto-entrepreneur au Japon en étant salarié. Après, il faut voir avec son entreprise quel est le règlement de l'entreprise elle-même. Et là, ça dépend un petit peu. Mais je pense que c'est possible. Jean-Louis, peut-être tu me contrediras. Pas du tout, tu as raison, Jean-Marc, et j'ai vu le cas plusieurs fois. C'est possible d'avoir un Kojin Jigyo en étant salarié. Il faut bien vérifier son contrat de travail avant. Il faut en parler à son employeur aussi, mais pour éviter tout problème à l'avenir. Mais c'est tout à fait possible. Même des salariés se font payer une partie de leur bonus en Kojin Jigyo parce qu'il y a tout un tas de dépenses qui peuvent être passées par le Kojin Jigyo, des dépenses liées à l'activité. Que la société ne va pas forcément rembourser. Voilà. Donc, c'est possible. Et ça peut ajouter une flexibilité d'ailleurs, même pour le même emploi. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une autre question auquel on pourrait peut-être répondre? Une dernière, elle est dans le chat. À distance, existe-t-il des aides particulières pour les demandeurs d'emploi? Donc, je pense que ça va être au Japon. Je vais peut-être répondre à une question là, parce qu'il y a une question. Vas-y. Simplement, le fait vraiment aussi, oui, pas se dire je vais venir au Japon, je vais créer mon entreprise, quoi, parce que c'est pas facile. Il faut vraiment avoir un projet, etc. Puis dans l'espoir d'avoir un visa, parce que c'est pas le fait de créer une entreprise. D'abord, c'est vraiment pas facile d'avoir un visa au Japon, donc ne venez pas en disant je vais créer mon entreprise, je vais avoir mon visa, donc ça va mieux marcher. Ça marche pas comme ça. C'est pas si simple. Donc là-dessus, je préfère quand même prévenir les gens que c'est quand même compliqué de ce côté-là. Je suis d'accord, c'est compliqué, mais j'ai des expériences de clients qui l'ont fait, donc c'est possible, mais il faut vraiment, vraiment bosser votre projet.
et en parler, vous entourer. Donc, c'est tout à fait ce que dit Jean-Marc. C'est assez compliqué. La question, quelle était la question, Jean-Marc, tu peux la relire parce que je pensais à quelque chose. Non, non, c'est juste une question, c'est le sésame. Est-ce que créer une société, c'est un sésame pour venir au Japon ou Ouais. avoir un visa? C'est pas un Non, c'est sésame. pas un sésame, non. C'est pas un sésame. Non, mais si vous voulez un visa, mariez-vous. Une japonaise, non, je rigole. Bon. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur la discussion qu'on a eue jusqu'à présent? Ou Jean-Marc, Jean Chrétien, Jean-Louis? Pourquoi avoir pris que des intervenants avec des noms composés déjà? Oui, c'est vrai, on est toujours entouré de Jean, les 3 Jean. Alors, je vous repose une question. Jean-Samuel. Ouais. Je voudrais juste redire ce que j'ai dit, et je rejoins tout à fait l'élément que si on cherche à créer une entreprise pour avoir un visa, il ne vaut mieux pas créer d'entreprise. Oui. C'est vrai que c'est peut-être plus simple de trouver une autre solution. Mais comme je le disais, la création d'entreprise, c'est vraiment un virus. Donc il faut en avoir envie. Il ne faut pas le faire par dépit. Il faut le faire comme je l'ai dit, mais il faut vraiment le faire par envie. Parce que créer une entreprise, que ce soit encore une fois au Japon ou ailleurs, c'est compliqué. Alors au Japon, avec une barrière de la langue qui est quand même présente et des contraintes administratives auxquelles on n'est pas forcément au fait, ça rajoute encore un petit peu de difficulté. Donc il faut vraiment, mais bon, c'est une expérience qui est extrêmement enrichissante. Mais il faut, comme on le disait, prendre son temps, en avoir vraiment envie, surtout pas le faire par dépit. Et puis, se poser la question, pourquoi est-ce que je le fais au Japon? C'est aussi Bien sûr. Voilà. Bon. Ben, je pense qu'on pourrait peut-être conclure par ce que vient de dire Jean Chrétien. Donc, faites-le par envie, mais pas par dépit, hein, tout simplement. Donc, encore une fois, au Japon, donc ce qu'on peut retenir, c'est tout à fait donc, déjà travailler son projet en amont parfaitement, être sûr un peu de son coût, on va dire, par rapport à son projet. Et puis surtout, entourez-vous, commencez à créer, même pour ceux qui sont déjà en France, depuis la France, commencez à créer son réseau. Tout est faisable aujourd'hui avec Internet, les disques, et notamment Emploi Japon, comme Jean-Louis l'a dit. Donc, commencez dorénavant, tout de suite, si vous avez ce projet-là, de créer votre réseau depuis la France. Et bien évidemment, d'apprendre le japonais, les bases, qui seront toujours un atout une fois que vous serez sur place. Donc voilà, le réseau, et puis l'entourage, parler, échanger, et puis surtout, encore une fois, l'envie de le faire, tout simplement. Et ne le faites pas pour des raisons que ce soit pour que ce soit plus pratique pour votre visa ou en espérant que vous allez atteindre quelque chose grâce à votre entreprise. Faites-le pour le business que vous avez envie de faire, et tout dépendra aussi de cette envie que vous avez pour le succès de votre entreprise. Donc voilà. Si vous n'avez pas de mots à rajouter, peut-être qu'on peut conclure sur ça. Un mot pour conclure à chacun, peut-être? Non? Ça vous... Oh, je pense que c'est bien, c'est une bonne conclusion. Il faut Ouais. dire aux gens, s'ils ont des questions, etc., qu'ils n'hésitent pas à envoyer soit sur le site Emploi Japon, soit sur le site Facebook, et qu'on leur Ouais. répondra dans la mesure de nos possibilités. Oui, on leur répondra, on est là pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Le site a été créé pour ça, et pour les gens qui cherchent à développer leur activité au Japon ou chercher un emploi, puisqu'il y a aussi cette partie recherche d'emploi qui est très importante pour nous, pour le groupe. Voilà. super. Bah oui, tout à fait. Emploi Japon, on sera là pour répondre à vos questions dans la mesure du possible, et le plus rapidement possible aussi, en fonction des questions que c'est. Et puis, encore aussi, merci à tous ceux qui nous ont soutenus dès le démarrage d'Emploi Japon, avec cette histoire de masque, et qui nous permet aussi d'aujourd'hui de pouvoir avancer. Et puis, on va continuer. Donc voilà, un grand merci à vous 3, vraiment. J'étais super ravi de faire ce webinaire avec vous. C'est le premier. On va faire en sorte à Emploi Japon de pouvoir en faire plusieurs, en tout cas à l'avenir. Et puis, on va essayer aussi d'avoir une régularité sur ce type d'événement qu'on peut faire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Est-ce que cela vous convient, messieurs? Merci. Oui, très bien. Merci beaucoup. Merci pour cette organisation. Un grand merci à vous 3, et puis un grand merci à vous tous de nous avoir suivis. Je ferai de mon mieux pour mettre une vidéo très prochainement sur le mur de Facebook d'Emploi Japon. Voilà.
Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. bon week-end. Merci, au revoir. Au revoir. Bon week-end.